Bienvenue à vous tous dans ce journal. Voici le sommaire. Le secteur privé était convié à une formation ce vendredi sur le programme Millennium Challenge Corporation des USA. L'idée est d'amener les acteurs de ce secteur à jouer leur partition pour que le Togo soit éligible à ce programme. La suite de la tournée de la ministre du Développement à la base, elle était dans le Cloto ce jeudi pour la même cause, sensibiliser les populations sur le produit APSEF du FNFI et leur présenter les institutions de microfinance accréditées. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir à vous tous. On en parlait dans nos précédentes éditions. Le Togo veut mettre toutes les chances de son côté pour être éligible au programme Millennium Challenge Corporation du gouvernement américain. Pour ce faire, le gouvernement multiplie les séances de formation à l'endroit des différents acteurs qui ont un rôle à jouer dans l'accélération de ce processus. Hier déjà, la société civile a été conviée à une séance de formation et d'information sur le concept. Ce vendredi, ce fut le tour du secteur privé. Des précisions avec Roger Améniran. Après la société civile, le vent de Millennium Challenge Corporation souffle sur le secteur privé togolais. Un rendez-vous d'information qui, pour le programme des Nations Unies pour le développement, revêt une double importance. D'abord, informer le secteur privé sur le programme et ses atouts. Ensuite, l'inviter à collaborer davantage avec le Togo en vue d'être élu. L'environnement reste compétitif, les autorités posent déjà les jalons, il faut les soutenir. Dans le cas du Togo, les autorités ont manifesté un engagement ferme à travailler à l'éligibilité du Togo et le PNUD continuera à faire ce travail, donc faciliter la mise à disposition aussi d'informations par les agences du système des Nations Unies qui, par exemple, comme dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'éducation, donc élaborent disons, les statistiques qui sont utilisées par les institutions internationales, dont le Millennium Challenge Corporation. Acteur clé dans le processus de développement, le secteur privé accueille favorablement l'initiative et promet y mettre du sien pour que le Togo puisse être éligible. Le Millennium Challenge à compte, pour être éligible à cela, il faut remplir des critères. Et l'un de ces critères, c'est également la qualité, la facilitation des affaires au niveau de la construction, au niveau de l'obtention du permis de construire, au niveau de la rapidité et de l'existence de l'expertise technique pour accompagner les opérateurs économiques, puisque tout ceci concourt à la bonne économie et donc qui peut induire donc le développement social que tout le monde attend. Donc je pense que si au niveau du secteur privé, chaque profession s'organise pour jouer sa partition et permettre que le climat des affaires soit assaini dans son secteur et que tout le monde fait la même chose, sur le plan général, tout sera assaini et je pense que le Togo pourra alors être éligible à ce mécanisme qui est très intéressant. Très intéressant, allusion faite à certains pays de la sous-région qui ont expérimenté ce programme. Que ce soit au Ghana, au Bénin ou au Burkina Faso, les résultats en matière de réduction de la pauvreté ou du développement humain durable restent perceptibles. Et donc, pour parler de l'évolution de ce dialogue qui a lieu au siège de Togo Télécom, nous sommes au 5e jour, nous recevons le docteur Nagbanja Kampatib. Il est conseiller spécial du président de l'ADI, député à l'Assemblée nationale et président du bureau provisoire du dialogue. Docteur, bonsoir. Bonsoir Samuel. Alors, on peut dire que l'opposition qui a tant réclamé que se tient donc ce dialogue, l'opposition tient là son dialogue. Je vous pose cette question en tant que conseiller du président d'ADI. Est-ce que c'est une victoire pour l'opposition? Non Samuel, on ne peut pas parler d'une victoire. La victoire, s'il y avait victoire, ce serait lorsqu'on aura fait le dialogue, qu'on aurait atteint un consensus et encore là même ce serait une victoire pour le peuple togolais tout entier. Alors évidemment nous avons obtenu le dialogue, mais on peut s'interroger sur pas mal de problèmes. Ce dialogue était réclamé depuis longtemps et depuis février nous avons rencontré le chef de l'État pour insister sur ce dialogue et nous nous demandons pourquoi il a fallu 2, 3, 4 mois pour finalement décider d'un dialogue qu'on a encadré strictement dans 15 jours. Il y a des interrogations par rapport à ça, il faut le dire. Et nous pensons qu'on aurait pu gagner du temps si on avait commencé en février, si on avait commencé en mars. Et nous ne comprenons même pas pourquoi on l'enferme dans une durée aussi restrictive.
Parce que s'il y a des problèmes, il faudrait bien qu'on prenne le temps de bien les discuter pour résoudre une bonne fois pour toutes les questions qui concernent tous les Togolais. Donc je répète, s'il y a victoire, ce sera une victoire dans le futur. Moi, je pense que ce sera une victoire pour toute la nation togolaise. Mais maintenant, en tant que président du bureau provisoire du dialogue, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est déroulée cette première semaine de dialogue-là? Alors, la première semaine de dialogue a été consacrée aux questions de procédure. La question la plus importante a été d'abord d'établir la liste des sujets à discuter. Et avant que ce dialogue ne démarre, le gouvernement nous avait communiqué quelques jours à l'avance ce qu'il appelait ses priorités et qui étaient en 6 points. Voilà. Eh bien, et nous avions la latitude d'élargir les points de discussion. Donc les premiers jours, les deuxièmes jours, le premier jour en particulier, ça a été consacré à cette discussion-là, où nous avons élargi les sujets, nous avons retenu 12 points qui sont connus de tous et qui circulent déjà dans la presse. Je ne crois pas qu'il faille revenir sur ces 12 points. Et puis, pour les questions procédurales, comme il a été question, au départ, il a été question d'avoir un médiateur, facilitateur, tout ce qu'on veut. Et les groupes se sont opposés sur la notion de quand faire venir le facilitateur. Il y avait un groupe qui voulait qu'on commence tout de suite les discussions et que sur les points de blocage, quand il y aura des points de blocage, ce sont ces points de blocage-là qu'on remette, qu'on donne au facilitateur. Et puis un autre groupe qui soutenait que, bon, écoutez, il vaut mieux que le facilitateur soit là dès le début, qu'il s'imprègne de l'esprit des discussions et que s'il y a blocage, il sache comment procéder pour faire cesser le blocage. Donc finalement, la sagesse l'a emporté, puisque dans la journée de jeudi, je dois reconnaître avec une intervention du NIR qui nous a tous agréablement surpris, nous sommes tombés d'accord sur la nécessité d'amener un dialogue, d'amener un facilitateur qui se chargera de conduire les débats. Et donc, c'est ainsi que pendant ces 4 jours, j'ai été président provisoire pour régler ces questions de procédure. Et ces questions de procédure sont en voie réellement d'être réglées, puisque les démarches pour mettre en place un médiateur sont très avancées. Elles ne sont pas encore tout à fait concluantes. Il reste quelques détails à régler. Et en principe, d'ici ce week-end, ces détails seront réglés. Et je pense que le dialogue pourra reprendre lundi matin dans une ambiance beaucoup plus détendue. Mais parlant de facilitateur, de médiateur, c'est quel terme vous avez utilisé pour la personnalité? C'est facilitateur que nous avons utilisé. Parce qu'on a passé aussi des temps de discussion sémantique sur ce qu'est un facilitateur, ce qu'est un médiateur, ce qu'est un modérateur. C'est tellement compliqué que, bon, finalement, on s'est entendu sur le mot de facilitateur. Donc le choix portait sur, il y avait 2 personnalités qui revenaient au devant, c'était le monseigneur Nicodème Bariga et le pasteur Klagba. C'est qui probablement qui, d'entre les 2, sera choisi? Bon, il y a... voilà ce qui s'est passé. Les 2 noms ont été proposés et le gouvernement a été chargé de faire les contacts. Et il s'est trouvé que quand ils ont fait les premiers contacts, il s'est avéré que le pasteur Klagba n'était pas sur le territoire national. Le monseigneur Bariga n'était pas là aussi, mais devait rentrer hier. Donc, il est effectivement rentré hier et les démarches se sont poursuivies. Les chefs de délégation et moi-même, nous l'avons rencontré ce matin. Et bon, sur le principe, il doit d'abord consulter sa hiérarchie. Ça ne se passe pas au pied. C'est l'église, voilà. Il faut consulter la hiérarchie. C'est une organisation hiérarchisée. Donc ce sont des détails administratifs, mais d'importance. Et nous prenons le temps de les résoudre. Nous espérons que ces détails seront résolus d'ici demain, dimanche ou plus tard. Et que lundi, le dialogue pourra reprendre pour entamer les discussions. Le dialogue pourra reprendre lundi. Alors, qu'est-ce qu'il faut envisager de cette suite-là? Comment vous la percevez? Nous percevons la suite. Lundi, le bureau provisoire
prend fin et passe la main au facilitateur qui, en son âme et conscience, communique comment il entend diriger les débats. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, à partir de lundi, vous revenez carrément dans votre rôle d'opposant qui est à ce dialogue-là. Alors, dites-nous, vous, est-ce que, quand vous voyez le parti en face uni, vous voyez dans ce parti-là une volonté de céder sur les points que vous demandez? Dire que nous voyons la volonté de céder sur les points que nous avons demandés, je n'irai pas jusqu'à cette affirmation. Ce que je peux dire, c'est que en tant que président provisoire, malgré les, comment dirais-je, malgré les oppositions qui se sont manifestées un peu sur la question du facilitateur, j'ai comme l'impression qu'il y a de la bonne volonté de part et d'autre pour que cette fois-ci on s'en sorte. C'est le sentiment que j'ai. Je peux me tromper, mais je pense que cette fois-ci toutes les parties manifestent une bonne volonté évidente. Que Dieu nous aide à continuer de cette manière-là et peut-être que nous sortirons de l'ornière cette fois-ci. Je suis inquiet par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'enfermement du dialogue dans un cadre temporaire très limité. Ça me paraît quelque chose sur laquelle il faudrait peut-être réfléchir. Mais enfin, on verra peut-être que c'est peut-être une manière de vous obliger à aller vite. Peut-être que les choses iront assez vite et qu'on aboutira très vite sur des conclusions qui satisferont toute la nation togolaise. Docteur Nagbanja Kampatib, conseiller spécial du président Adi, député à l'Assemblée nationale, président du bureau provisoire du dialogue. Merci d'être passé dans ce journal. Merci Samuel, c'est moi qui vous remercie parce que c'est la première fois que je passe sur le plateau de LCF et grâce à votre diligence, puisque c'est vous qui m'avez appelé, je vous remercie. Merci beaucoup. Et nous allons du côté de l'Assemblée nationale pour poursuivre ce journal avec cette séance d'information sur les droits de l'homme organisée à l'intention des députés. Le Parlement garant des droits de l'homme, c'était le thème de cette session de formation dont le but est de mieux outiller les députés pour que ceux-ci puissent mieux défendre les populations. Cette initiative vient du gouvernement avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Mathieu Gaï. Cette séance d'information à l'intention des élus du peuple sur les notions fondamentales des droits de l'homme vise principalement à outiller ces derniers afin que les droits des populations à la base soient respectés. Dans un pays comme le Togo, le Parlement devait être extrêmement actif pour soutenir la population pour la mise en œuvre de leurs droits, pour aider le gouvernement à réaliser les obligations que le gouvernement prend au nom des peuples togolais et d'assurer qu'eux-mêmes, en tant que des acteurs, qui rencontrent la population pour sensibiliser la population sur le respect des droits de l'homme. Le gouvernement, dans sa principale vision de préserver les droits de ses citoyens, salue l'initiative. En inscrivant ses actions dans cette logique, le Togo s'est engagé à promouvoir et protéger les droits humains au plan national et à remplir ses obligations en la matière sur le plan régional et international et à rendre visibles les efforts qu'il entreprend quant à l'amélioration de la situation des droits de l'homme et les parlementaires à tous les stades du processus constituent des partenaires et des acteurs privilégiés. Représentant le président de l'Assemblée, l'honorable Bariche, 4e vice-président, convie ses pairs à beaucoup plus de disponibilité et d'attention. La séance d'information qui nous rassemble aujourd'hui constitue donc une nouvelle occasion de nous acquitter efficacement de notre obligation en matière de droits de l'homme. Je souhaite que la présente rencontre marque le début d'un processus permanent de sensibilisation et de mobilisation des députés pour la cause des droits de l'homme. Monsieur le ministre, Madame la représentante, honorables invités, au nom du Parlement togolais, je vous renouvelle mon engagement ainsi que celui de l'ensemble de mes collègues à ne ménager aucun effort jusqu'à ce que les institutions ici représentées se satisfassent du rôle que l'Assemblée nationale aura joué en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme.
Presque au complet, ces parlementaires trouvent que cette séance leur permettra de jouer pleinement leur rôle. Cette initiative prise par le gouvernement est très louable et renforce nos compétences dans les questions des droits de l'homme. Et ceci nous permettra d'échanger avec les communautés, leur parler de ce que c'est qu'un droit de l'homme. Parce que les droits de l'homme renforcent, consolident la démocratie dans le pays et la paix sociale. Je trouve l'initiative très louable, ça vient à point nommé, parce que nous sommes à la veille de la présidentielle 2015. Il faille placer les députés devant leurs responsabilités en ce qui concerne la protection des droits de l'homme. Et puis bien entendu aussi la défense de ces droits et puis leur protection. Je crois que c'est très très important que nous, députés élus de la nation, qu'on soit sensibilisés sur les outils de protection et de défense des droits de l'homme. C'est une bonne chose. Une fois sortis de cette séance, les députés seront prêts à sensibiliser la population sur les différents mécanismes de protection des droits de l'homme. Depuis quelques semaines, la ministre du Développement à la base de la jeunesse, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes a entamé une tournée sur toute l'étendue du territoire dans le but de faire découvrir le Fonds national de la finance inclusive aux populations. Ce jeudi, Victoire Tomega Dogba était dans le Cloto où elle a présenté le fonds aux populations de ce milieu, les conditions d'accès et les institutions de microfinance accréditées. Ashta Majom. Le Grand Cloto en liesse, à travers champs et danses, les populations de Palimé, d'Abougadepe et Gadiagan ont accueilli la solution aux différentes difficultés financières qu'elles rencontrent. L'APSEF, premier produit du Fonds national de la finance inclusive, est désormais opérationnel dans ces localités à travers 3 principales microfinances, FUSEC, Wadis et Copec AD. Même message à chaque point de chute. La sensibilisation sur ce produit accéder pour vos services financiers et les conditions d'accessibilité. Une opportunité qui ne fait que le bonheur des populations. Nous avons pu constater que les prestataires de services financiers ont commencé le travail. Et ce travail a commencé par la sensibilisation et également à la formation des groupes solidaires. Le message passe très bien, beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme au niveau des groupes solidaires et nous espérons réellement que ça va se faire avec tous et nous serons très surpris, agréablement surpris des résultats d'ici la fin de l'année. Faire de l'APSEF un crédit accessible à tous et atteindre le plus grand nombre possible de populations est la priorité du gouvernement. La ministre du Développement à la base s'appuie sur les institutions de microfinance pour atteindre cet objectif. La délégation a à cet effet fait un détour à l'hôtel Cristal où se tient une formation des formateurs qui seront en charge des agents qui iront à la rencontre des populations. Pour harmoniser, professionnaliser dans l'esprit de l'APSEF, il faut former les prestataires de services financiers parce que chaque prestataire de services financiers a sa manière de faire. Mais nous voulons que la procédure soit uniformisée et donc nous avons institué une formation des formateurs et ces formateurs iront former les agents des prestataires de services financiers. Et je me suis rendu compte que cette formation également qui porte sur l'éducation financière et l'éducation entrepreneuriale, cette formation se passe très bien. Et nous espérons réellement qu'avec cette formation, nous allons pouvoir réaliser l'objectif qui est d'atteindre d'ici la fin de cette année au minimum 300 000 personnes. 30 000 francs comme plafond de prêt. Loin de ce qu'on pourrait imaginer, l'initiative trouve un engouement auprès des populations. Je n'ai pas d'emploi, mais je suis intéressée par le commerce de la lingerie. Je vais prendre 20 000 et commencer mon commerce. Je ne peux que remercier le gouvernement de penser aussi aux pauvres. Je vendais du sel et en temps ça ne marchait plus. Ce fonds est une grande joie pour moi. Je vais pour prendre 30 000 et recommencer mon commerce. L'accès des pauvres aux services financiers reste un véritable challenge pour le gouvernement, vu la tournée marathon de la ministre dans tout le Togo pour s'assurer du travail fait.
L'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé est l'une des plus sécurisées en Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'Organisation de l'aviation civile internationale. Notre aéroport vient d'être certifié selon les normes de l'OACI. En clair, cela signifie que l'aéroport de Lomé est fiable en termes de sécurité des passagers et des compagnies aériennes. Le directeur de l'ANAC a remis ce certificat au responsable de la SALT ce matin. Ida Ziadouvo, Jacques Pekemsi. Faire de la plateforme aéroportuaire de Lomé une référence dans la sous-région et respectant les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, c'est ce à quoi aspirent les autorités aéroportuaires du Togo. Après l'introduction de la norme de l'OACI obligeant les États à certifier leur aérodrome, les sociétés aéroportuaires du Togo ont mené un audit qui a démontré les capacités organisationnelles de la SALT en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l'environnement, d'où cette délivrance du certificat d'aérodrome. Depuis 2003, cette organisation fait obligation aux États membres de certifier les aérodromes. Pourquoi certifier les aérodromes? C'est pour être sûr que les installations sont sûres et sécurisées, que toutes les servitudes se trouvent à bord et que tout avion ou toute compagnie qui dessert cet aérodrome doit être rassuré des services que cet aérodrome va rencontrer. Alors c'est ainsi que depuis, nous avons commencé dès ce moment à pouvoir remplir toutes les normes exigées. Pour les responsables de la SALT, ce certificat n'est pas un acquis, mais plutôt une grande responsabilité envers les passagers de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. Le certificat que nous venons d'avoir est un début d'un long processus. Nous devons faire en sorte de maintenir le niveau de sécurité à un niveau acceptable et procéder aux améliorations continues de nos processus. Nous allons par cela vérifier, réviser nos installations, réviser nos procédures, planifier notre formation, la formation du personnel afin que nous puissions, les objectifs fixés par l'autorité de l'aviation civile puissent être atteints. Les autorités aéroportuaires se réjouissent de cette certification qui place le Togo au premier rang pour avoir respecté les normes de l'OACI dans l'espace ASECNA. Qu'est-ce qui explique les retards dans les paiements des factures d'électricité? La compagnie Énergie électrique du Togo tente de comprendre. Ce matin, les responsables de la CET ont rencontré les administrateurs de crédit et les comptables pour mieux cerner les raisons de ces retards. C'est aussi une manière pour les responsables de la CET de redynamiser les relations de partenariat. Apolline Abaki. Cette journée de sensibilisation est une initiative de la compagnie Énergie électrique du Togo CET pour mieux comprendre les administrateurs de crédit et les comptables dans leurs procédures et processus d'engagement des factures d'électricité dans leur structure administrative, puisque la CET constate un retard dans le paiement des factures dans l'administration. Pour 2014 et pour sa consommation électrique, l'État a fait une dotation budgétaire de plus de 7 milliards de francs CFA, mais seuls 2 milliards sont engagés aujourd'hui. La CET entend donc par cette rencontre recueillir les problèmes et les boulots d'étranglement s'il y en a, afin de trouver des solutions idoines dans l'intérêt mutuel de ces deux parties. Vous savez que la CET, en tant que structure étatique, met en œuvre les orientations stratégiques du gouvernement. Et à ce titre-là, la CET a besoin à chaque fois de recouvrer ses créances. Et nous avons quelques difficultés. Et nous avons pensé que en approchant, en faisant cet atelier avec les administrateurs de crédit et les comptables publics, nous pouvons mieux comprendre leur manière d'engager nos factures pour les paiements. Et vous savez que l'État, chaque année, fait des allocations budgétaires. Et ces allocations budgétaires sont destinées au paiement des factures. Malheureusement, certaines de ces factures ne sont pas payées. Et pour ces comptables publics, plusieurs facteurs expliquent le retard dans le paiement. Premièrement, le temps de livraison de la facture dans le service. Secondo, des fois, il y a les pièces justificatives qui accompagnent la facture de la CT. Surtout, je venais de poser la question dans la salle, il y a la pièce de quitus fiscal qui fait défaut. Quand tu viens,
on te rejette au contrôle financier qu'il n'y a pas que titre fiscal. Tout ça, là, ça prend du temps. Or, il y a encore un délai que la direction du contrôle financier, mais c'est du 1er au 20. Si ça dépasse le 20, tu ne peux pas déposer un engagement. Donc c'est tout ça là qui entraîne des retards. Je pense que l'équivoque vient de se lever. Puisque le problème avant, la CET ne nous envoyait pas les éléments nécessaires pour l'engagement. Mais cette année, je pense qu'ils ont commencé, précisément pour le mois de février-mars. Ils ont envoyé ce qu'il y a à envoyer. Donc avec cette sensibilisation, je crois qu'on aura ce qu'il y a à faire. La CET souhaite aujourd'hui aller vers une amélioration des relations de partenariat. L'association togolaise pour le bien-être familial est aux côtés des réfugiés vivant au Togo. La TBF a organisé une sensibilisation de masse ce jeudi avec pose sur le thème de la prévention des grossesses non désirées. Elle a également fait don de kits de friperie aux réfugiés. Ces kits émanent de son partenaire, la Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning. Gloria Anani. Pour l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF, un constat s'impose dans le monde des réfugiés. Vous savez qu'en milieu réfugié, les gens sont vulnérables. Ils n'ont pas d'autres activités. Ils sont sur le site tout le temps sans rien faire. Quand vous ne faites rien, on dit souvent que le lit de pauvre est fécond, mais sa table est pauvre. C'est fort de ce constat et dans le souci d'offrir aux personnes vulnérables et en situation d'urgence des services de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive que cette association a entrepris une sensibilisation sur la prévention des grossesses non désirées à l'endroit de ces jeunes filles. On veut leur offrir la planification familiale tout en prenant leur plaisir sexuel de se protéger contre les grossesses non désirées. À cette campagne s'est ajoutée la distribution de vêtements, un don rendu possible grâce à l'appui de la Japanese Organization for International Cooperation in Family Planning, partenaire de l'ATBF. Près de 240 balles de friperie ont été offertes par cette organisation et vient répondre à bien de besoins. C'est le premier geste, le premier don en habit que nous avons reçu qui viendra combler ce besoin. Depuis l'arrivée, les réfugiés n'ont pas reçu ces habits-là et eux-mêmes ils se débrouillent à acheter. Maintenant que les partenaires à travers ATBF ont eu à faire ce geste, je crois que ça répond à un grand besoin qui se ressentait depuis sur le site. Je suis très heureuse en tant que mère de famille et réfugiée sur ce sol, vraiment de pouvoir penser à moi qui suis femme et mère. Parce qu'en venant ici, je ne savais pas comment faire. Et je bénis le nom de Dieu pour cette terre. L'association togolaise pour le bien-être familial compte par ses initiatives renforcer son expertise dans le domaine de la prise en charge des réfugiés et s'engage aux côtés du gouvernement et du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à œuvrer pour de meilleures conditions sociales et médicales de ces réfugiés. Le commentaire de ce reportage était dit par Dorcas Azanleko. C'est la fin de ce journal qui a un peu duré dans le temps. Veuillez nous en excuser. À très bientôt.